Et, et merci aussi pour l'Union nationale des fermiers. C'est bien. C'est où est-ce que je viens aussi. Ben, vous simplement me tenir loin du podium. Mais merci aussi de me donner un petit peu de temps ici pour parler aussi à propos aussi de donner le ton aussi pour l'histoire de tout ce cadre de travail-là et le concept de souveraineté alimentaire. Et laissez-moi établir le concept. Donc, c'est au milieu des années 80 et pour la première fois, la négociation à l'international, l'entente commerciale de trois pays, ça comprenait l'agriculture comme composante clé. Et on était aussi sur cet agenda-là, mais c'était quand même, c'était une initiative mondiale afin de nous assurer que les obstacles à l'agriculture seraient enlevés et c'est une composante clé et serait consolidée d'une façon que ça serait grandement efficace. Et ce qui signifiait, par exemple, que ça serait très concentré. Et nous, au Canada et dans l'Union nationale des fermiers, nous avions déjà aussi vécu de ce que ça signifiait lorsqu'ils enlevaient aussi des obstacles. Nous faisions partie aussi de l'entente de libre-échange nord-américain et nous, ici, et on se disait aussi, nous étions censés et pas pour nous se vanter, mais et nous étions très heureux de le dire. Si vous permettez, par exemple, aussi l'agriculteur et des choses comme ça et de se concentrer sur les exportations, importations et d'enlever aussi des obstacles sur un impact aussi pour nous tous. Et ça concentrerait aussi le pouvoir avec des plus gros joueurs. Et ce qu'on voit aussi, ce qu'on s'entend aussi avec ce plus gros joueur, et depuis ce temps-là aussi, depuis que le Mexique est arrivé, mais si on voit ce que les États-Unis ne font pas pour ce qui est d'exercer aussi leur pouvoir, et parce que leur avons donné la permission aussi pour réorganiser et orchestrer à nouveau aussi notre système alimentaire, nous avons, et je pense aussi, nous étions très heureux de dire, mais c'est dangereux. À l'heure actuelle, ils sont amis et à l'avenir, mais peut-être qu'ils ne seront plus amis. Et c'est ce que nous vivons. Et en tout temps, là, lorsqu'on faisait face aussi aux ententes de libre-échange et qu'on est en train de le finaliser aussi, c'était à ce moment-là, j'étais présidente aussi pour l'Union nationale des fermiers. On avait bâti aussi des bonnes relations avec au Nicaragua, les fermes, les agriculteurs avec l'Association agricole au Nicaragua. On avait des bons liens avec, savait qui était l'Union nationale des fermiers. Et lorsque que le leadership aussi des organismes paysans se sont rassemblés en 1992, et c'était tenu par UNAG, l'UNF a été invité. Le président Wayne Easterwood et s'est rendu, il faisait partie de la première déclaration, le premier moment où est-ce que les organismes agricoles ressemblent. Nous sommes tous en danger, que nous soyons aussi nord, sud, est, ouest. Les communautés agricoles vont vivre des changements immenses, puis qui vont nous désavantager constamment si nous ne nous protégeons pas non plus, là. Et c'était aussi la jeunesse du Bio-Canada. En 1993, on les avait appelés en, en Belgique et l'Union nationale des fermiers avait un représentant. Et dans les moments de fondation, dans ce document, le Biocampesina a déclaré quand même clairement que ce serait un organisme qui va défendre la vie rurale, les terres de petite échelle et aussi l'agriculture paysanne et écologique, de pouvoir travailler la terre pour des personnes de la terre. Et en 1996, à ce moment-là, j'étais présidente de l'Union nationale des fermiers. Nous sommes en Tlaxcala au Mexique. Et c'était
première aussi convention, congrès de délégation pour la biocapacité. Ce n'était pas seulement le leadership, mais des délégués de nombreux pays. À l'époque, il y avait 69 organismes de 37 pays. Et nous devons dire aussi, même si nous avons aidé à organiser cet événement-là, nous étions simplement épatés par la diversité et l'énergie et la sagesse aussi dans de partout dans le monde. On ne s'attendait pas à ça. Et c'était le pouvoir aussi que ça serait concentré comme ça. Et nous savions qu'il allait y avoir des préoccupations et de l'anxiété, mais nous ne savions pas non plus, on n'était pas au courant les uns avec les autres et le mouvement paysan aussi partout dans le monde. Et à ce moment-là, nous avons dit, mais il faut avoir un cadre de travail où est-ce que nous, que nous, que nous protégeons l'avenir, de protéger ce que nous avons et de mieux bâtir. Ce n'était pas difficile aussi. C'était pas difficile, mais c'était simplement de voir aussi ce qu'on faisait face. Nous savions qu'on faisait face aussi des structures de nos communautés rurales, des environnements, la perturbation aussi de notre mode de vie et des marchés mondiaux aussi. Et si la vie en campagne rurale est contre les corporations internationales. Et c'est ça les négociations, d'essayer aussi d'enlever les obstacles. Nous étions aussi à architecture à petite échelle et les marchés locaux étaient vraiment aussi avec d'ouvrir le monde et de concentrer aussi les marchés. Nous savions ce qu'on faisait face aussi, l'agenda néolibéral et nous étions bien sûr dans bon nombre de nos cas. Ça a été très clair aussi que nos gouvernements, dans ces négociations, étaient de collusion aussi avec le secteur agroalimentaire international. Nous n'étions pas naïfs. Nous savions sur quoi nous battions aussi. Ce qui était difficile pour nous, c'était vraiment d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut façonner nos discussions pour exprimer ce auquel nous faisons face d'une façon aussi qui fait du sens et qui rassemble les gens. Où est-ce que nous pouvons bâtir une solidarité mondiale de résistance contre ceci? Mais plus que ça. Et c'était une discussion difficile. Je me rappelle aussi à Floxcala, il est minuit, 2 heures, 3 heures, on était un petit groupe d'entre nous, des leaders et beaucoup de traducteurs, de délégués. Et on avait de la difficulté, penser comment est-ce qu'on pourrait peut-être faire ceci, quel type de langage que nous avions besoin. Nous savions que le langage conventionnel aussi de la sécurité alimentaire, c'était pas suffisant. Parce que c'était pas seulement la sécurité alimentaire, on faisait face aussi avec le pouvoir et la démocratie. Qui contrôle le secteur alimentaire, qui contrôle aussi, que ce soit aussi les terres et à quelle fin. Et nous savions aussi qu'il y avait beaucoup de dimensions politiques aussi. Et ce n'était pas seulement une question. Et les fermiers, on aime se concentrer ici, mais c'était simplement, c'était pas une question de comment produire et combien est-ce que nous pouvions produire, mais c'était vraiment la discussion aussi sur la sécurité alimentaire. C'était aussi à propos de qui le contrôle et qui est responsable et qui a des agences sur nos menus, sur nos terres et sur l'eau. Et donc, on a préparé aussi des termes, mais ça a été utilisé, mais pas de cette façon aussi, sur la souveraineté alimentaire. Et le terme aussi souveraineté alimentaire allait provoquer, par exemple, des discours nécessaires aussi pour le pouvoir, la liberté, la démocratie, l'égalité. Et tout le monde a des agences, la durabilité
et la culture. Fait que les gens aussi seraient enlevés aussi, ne seraient pas seulement une commodité du marché et c'est ce que les ententes commerciales aussi faisaient promotion, c'était une commodité de marché et les aliments seraient réintégrés aussi dans les contextes socio-écologiques comme une source de nutrition, de mode de vie, qui aurait une signification et une relation. Et c'est une façon aussi différente de penser à propos de la nourriture, de qui nous sommes dans les systèmes alimentaires. Nous ne sommes pas seulement des producteurs, et nous sommes des commodités et- à vendre au prix le plus élevé. Ce n'est pas qui nous sommes. Donc, la souveraineté alimentaire aussi est ressortie de ceci, mais à la fin de la journée, ça ne capte pas non plus tout, mais au moins, ça va quand même provoquer la discussion sur le pouvoir plutôt que simplement la productivité. Et quelques mois plus tard, nous étions rendus en 96 au premier forum alimentaire aussi à Rome. C'est à ce moment-là que la Via Campesina a fait un énoncé et on a préparé un bref dépliant qui représentait aussi beaucoup de travail après minuit, je dois dire, où est-ce qu'on essayait d'écrire ce que nous allions faire à l'échelle mondiale, le mouvement paysan, qu'on croyait qu'il pourrait être les éléments clés de la souveraineté alimentaire. Et c'était quand même un sommet très intéressant parce que les négociations étaient en cours, ils avaient été conclus en 93 et, euh, et lorsqu'on parlait on avait établi aussi le limite pour donc et le sommet aussi des aliments se concentrait là-dessus. On parlait de 850 personnes qui ne mangeaient pas bien, qui, euh, qui avaient le système alimentaire et le leadership aussi se concentrait sur comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de production alimentaire afin que toutes ces personnes-là puissent être nourries, puissent manger, ce qui semblait, par exemple, un agenda incroyable. À ce moment-là, c'était Monsanto et des délégations américaines. C'était possible. Dans le secteur aussi agricole, ils ont dit, nous avons la solution, les OGM. C'est ce que nous allons faire. Nous avons une nouvelle technologie de production qui va vraiment résoudre le problème de la faim dans le monde. Et vous pouvez voir aussi où est-ce que ça allait. La sécurité alimentaire, ça allait être une production accrue et plus d'exportation et échanges internationaux. Et qui sera responsable de tout ça? C'était c'était comme une pièce de théâtre dont on connaissait déjà la conclusion. Et à Via Campesina et beaucoup aussi de mouvements sociaux, on s'est dit non, nous avons une vision différente de ce, de ce que de ce qu'un système alimentaire doit ressembler. Et en fait, la sécurité alimentaire ne sera pas atteinte par la méthodologie aussi que vous mentionnez. Et bon nombre d'entre eux aussi ont créé beaucoup de perturbations ici. Beaucoup aussi de migration vers les régions urbaines ou outre-frontières et beaucoup de faim et de détresse aussi. Ce n'est pas l'ordre du jour ici. Ici, l'agenda, c'est la souveraineté alimentaire. Et nous allons repenser aussi les systèmes alimentaires de façon fondamentale. Et il faut aussi inclure questionner aussi le pouvoir politique, la propriété, le contrôle des semences, des ressources, les contrôles du marché, de façon à ce qui peuvent aussi être au service des personnes aussi qui produisent la nourriture et aussi les gens qui doivent manger des aliments sains. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le reviser. Il faut penser aussi la nourriture, c'est non seulement aussi une commodité, mais essentiellement comme une nutrition. Il faut penser aussi le droit à la nourriture. Tout le monde a le droit de s'alimenter et cette nourriture-là aussi a une signification sociale. Il y a une signification culturelle et souvent, je vais dire, une partie de notre travail aussi l'Union des fermiers, c'est de réintégrer aussi la culture dans l'agriculture. Et vous le voyez aussi des nouvelles langues. J'ai seulement 2 minutes qui restent.
Donc, juste ici, vous voyez aussi dans la langue, et il y a aussi dans la langue aussi, c'est à propos aussi des entreprises agroalimentaires. La culture n'est pas là et c'est pas accidentel. Et c'est notre travail aussi, comme les personnes qui sont dans la terre, s'assurer que la culture et notre agriculture aussi sont réunités comme ils devraient l'être, d'une façon aussi qu'on ait des relations soit écologiques aussi à l'intérieur du système alimentaire qui sont sains et durables. À cette époque, à cette époque, c'était très clair que les systèmes alimentaires seraient perturbés, n'allaient pas nourrir les gens, allaient empoisonner la terre et aussi empoisonner nos corps et de polluer l'eau. Sauf si on pouvait peut-être récapter aussi le contrôle avec les gens et les mouvements dont le travail, c'est de cultiver de la nourriture, protéger les communautés et réintégrer la relation aussi que nous avons non seulement, je voulais dire en davantage, non seulement aussi à propos des relations avec la terre et l'eau, mais les relations aussi les uns avec les autres, l'égalité et la démocratie et les agences signifie que nous le traitons aussi d'une façon qui sont aussi saines et durables. Et c'est pas le pouvoir sur quelque chose ou bien pouvoir avec. C'est la raison pour laquelle nous faisons partie de la Via Campesina parce que le pouvoir avec, c'est vraiment une force très puissante et c'est absolument nécessaire pour nos avenirs. Et je vais m'arrêter ici.